Salut à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 159. Quel est le sujet, Max, aujourd'hui? Faut-il bannir les radios dans le peloton? C'est vrai que c'est au cœur de l'actualité. C'est un sujet qui fait polémique et qui divise parfois. Alors on va en parler aujourd'hui. C'est parti. Donc premièrement, on va voir les avantages et les inconvénients. Toi, Alex, qui a été coureur, est-ce que tu peux nous donner déjà premièrement les avantages? Ouais, c'est clair. Avant de donner notre opinion propre, on va déjà donner les avantages et les inconvénients, comme vient de le dire Max. Donc pour les avantages, j'ai noté que déjà dans un premier temps, il y a les infos de sécurité. Donc voilà, il y a quand même les descentes, on peut savoir sur le parcours est-ce qu'il y a une descente dangereuse, parce que voilà, on ne peut pas faire des recos de chaque étape et de chaque kilomètre de la course. Les ronds-points? Les ronds-points, voilà, tout ce qui est îlot directionnel, aménagement urbain quoi. Moto arrêtée en plein milieu de col? Oui, exact, pas mal de choses comme ça. Tout ce qui est rétrécissement de route ou même aussi en termes de sécurité, tout ce qui est chute à l'avant ou à l'arrière du peloton. Ça permet de savoir, des fois c'est une chute dans l'échappée, ça permet de savoir qu'il y a la chute devant et au moins on n'arrive pas pleine balle dedans. Ensuite, info course, les écarts avec les échappées, le peloton, exactement aussi savoir qui est dans l'échappée, combien de coureurs dans l'échappée, quelles équipes sont représentées dans l'échappée et quelles équipes. C'est-à-dire que voilà, il faut savoir vraiment tous les détails et c'est pour ça que souvent quand un coureur est à l'avant du peloton, qu'il voit l'échappée partir, voilà, il cite, souvent il connaît les coureurs, on connaît souvent tout le monde dans le peloton, donc on cite les coureurs ou alors si on n'a pas vu, on dit écoute aujourd'hui dans l'échappée, on dit à la radio pour donner les infos ODS en avant-première. Donc voilà, aujourd'hui il y a exemple, j'ai une connerie, Badjoli, Van Aert, Van Der Poel, Trentin, telle équipe, ouais voilà, Benili si tu veux. Et voilà, au moins on sait s'il faut mettre en route tout de suite et ça permet de ne pas perdre de temps. Mais du coup, il n'y a plus le motard avec la petite pancarte. Ah si, elle y est toujours. Il y est ou elle y est encore, l'ardoisière ou l'ardoisier existe encore. Mais c'est vrai que au final ça a des fois plus trop de sens. Parce qu'on a les écarts radio en permanence et c'est vrai que je trouve ça bête dans un sens. Après il y a aussi, j'ai noté les infos stratégie. On peut évidemment discuter avec le directeur sportif, les coéquipiers. On peut parler justement du coup, ce que je disais, de stratégie, s'il y a une bordure à mettre en place ou non, à quel moment être placé dans la course, à quel moment on peut un peu souffler. Surtout si quelqu'un de l'équipe a un souci où il faut reculer pour aller le chercher et le remonter dans le peloton à la bonne place, des choses comme ça. Exact, même au niveau de tout ce qui est crevaison, mais ça c'est un autre point, là c'est vraiment plus stratégie, vraiment de pouvoir discuter en permanence. Là est-ce que je dois rouler plus vite dans le col pour faire péter tout le monde? Est-ce que on doit se placer même pour se trouver au final et même aussi pour tout ce qui est d'aller chercher des bidons à la voiture. Au moins tu peux dire tu peux les commander. Tu peux les commander. Tu dis je veux bien que tu me prépares 3 bidons de poudre, un bidon d'eau, un petit sandwich pour Max et puis 2-3 gels quoi. Non mais c'est vrai que ça c'est vraiment les avantages principaux et c'est vrai que ça c'est quand même c'est quand même bien de pouvoir même demander quand on a la voiture, ça évite de faire des allers-retours. Qui veut un bidon? Clairement, on court pas à l'aveugle. Ouais, tu cours pas à l'aveugle et ça amène ces avantages-là. Après, on va passer justement aux inconvénients. Et il y a la balance qui joue dedans. Dans un premier temps, comme je l'ai écrit, ça rajoute du stress. Enfin, voilà, la voyette rajoute du stress, rajoute de la tension chez les coureurs. Et c'est ce qu'on ressent le plus dans le cyclisme actuel. Ouais, c'est clair. Mais surtout qu'au final, il y a une pression qui est exercée sur les coureurs au niveau de tous les sponsors. Voilà, les sponsors mettent la pression, il faut gagner tout le temps, il faut être les premiers, il faut toujours être placé à l'avant. Il y a des équipes qui ne veulent pas voir les coureurs dans le fond du peloton. Concrètement, il y a des équipes qui c'est interdit de traîner dans le fond. Les échappées publicitaires. Les échappées publicitaires, ouais, concrètement, mais voilà, ça ramène de la tension et ça, c'est vraiment pas la folie. En ce qui concerne aussi, ça ramène de la tension, même au niveau du placement. Il faut toujours être devant, placé au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle ça roule, c'est vrai que quand on n'est pas placé au bon moment,
c'est problématique pour la suite de la course. Est-ce que les coureurs quasiment se font engueuler par le DS pour être obligés de remonter et être obligés de frotter tout le monde pour pouvoir se replacer devant? Est-ce qu'il y a énormément de pression qui est ressentie par les coureurs de ce côté-là, non? Ouais, là-dessus, ouais, c'est vrai que quand t'es pas bien placé et pas placé au bon endroit, au bon moment, on va savoir te le dire après. Donc, ce qui est logique en soi, hein, mais, parce qu'on t'a prévenu avant. Mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas toujours la place sur la route. Et voilà, c'est compliqué, ça frotte énormément, on le voit, hein, même dans les sprints, voilà, des grands coups de casque. Mais en fait, au final, c'est pas que dans les sprints, ça existe même tout au long de la course. Oui. Donc, ouais, c'est. Mais du coup, Mais au niveau de ce que tu disais, sur le DS qui te parle tout le temps, c'est vrai qu'au final, ce que j'écris en deuxième point, c'est on est téléguidé, quoi. Enfin, les coureurs sont de plus en plus téléguidés. C'est un peu du Pro Cycling Manager. C'est toi là maintenant, il faut que tu ailles rouler devant. Donc tu vas aller rouler devant. Toi là, tu te mets en deuxième position pour protéger un tel. Et c'est vrai qu'au final, ce que j'ai vraiment noté, c'est ce que je ressentais, pardon. C'est vraiment la perte de la science de la course même et l'essence même du coursier, savoir courir en toutes circonstances et à l'instinct. C'est ce qui manque. Ça fait un peu devenir les coureurs comme des robots finalement. Ah ouais, mais complètement. C'est vrai que c'est vraiment devenir un robot et t'es un numéro et comme j'ai dit, hein, c'est du Pro Cycling Manager par moment pour ceux qui jouent à la console aussi. Donc, mais ouais, c'est vrai que c'est pas cool et on va enchaîner justement sur la tension que ça amène. La tension ramène des chutes parce que dans les classiques, il y en a énormément parce que les routes c'est que ça s'écarte, ça revient, voilà, la route fait que se rétrécir, se réécarter, donc ça frotte, ça tourne à droite, à gauche, il faut toujours être placé devant. Et, mais c'est vrai que ça ramène aussi beaucoup de chutes par rapport à ça. Petit détail aussi, finalement, en ayant des oreillettes dans les oreilles, on entend moins bien. C'est clair. Le bruit autour de nous, notamment les autres coureurs, les véhicules, les bruits du vélo aussi. Admettons des bruits de transmission, des bruits de cadre qui font du bruit, des bruits de craquement. Ça c'est encore diminué à cause des oreillettes. Et puis dernièrement, en parlant des inconvénients aussi, c'est finalement l'emplacement du boîtier radio dans les maillots. Qui est quand même assez épais. C'est vrai que aujourd'hui il y a quand même des radios qui sont parfois un peu plus petites, mais c'est vrai que c'est quand même assez épais 3/4 du temps. Et au final, je n'ai vécu l'expérience et je connais d'autres coureurs qui ont vécu cette expérience aussi. Quand tu tombes dessus, ça fait vraiment mal. Souvent, en fait, c'est une petite poche qui est dans la bande du cuissard, dans le dos évidemment. Donc en fait, quand elle est positionnée sur la bande, au niveau de l'omoplate ou au niveau soit des lombaires, quand tu tombes dessus, ça fait vraiment mal, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et dans un sens aussi où ça donne mal au dos, quoi. Enfin, moi perso, quand elle était au lombaire, c'était vraiment l'enfer. Et j'avais vraiment mal au dos et du coup j'étais obligé de la mettre sur le dessus, un peu plus vers l'omoplate. Et ouais, c'est vrai que quand tu tombes dessus, ça fait archi mal. Tu veux que je te mette de la crème? Ah, ça va. Moi, dans cette petite poche, je mets des barres. Ah, mais c'est pas. Comme ça, elles sont bien chaudes. C'est pas pour l'hiver. Au moins, j'ai pas froid dedans. C'est clair. Donc voilà, c'était en soi tout pour les inconvénients aussi. Mais toi, Max, t'as pas eu, si je me trompe, l'opportunité de mettre d'oreillettes en course? Si. Ah ouais? Oui, pour écouter RMC. Oui, mais pour écouter le Moscato Show, ça me donne pas beaucoup d'informations sur ma course, mais par contre, ça me fait vraiment passer le temps. Dans ce sens-là, ça marche. Mais je parlais plus du coup en course, en peloton. Mais du point de vue extérieur, toi, est-ce que t'estimes qu'on devrait bannir? Moi, en fait, il y a deux choses, il y a 2 points principaux. Je suis assez divisé sur l'utilisation parce que quand je vois des courses comme le Tour de France, le Tour d'Espagne, les grosses courses ou même les classiques, d'avoir ce côté stratégie qui est augmenté, je trouve ça très plaisant à voir et au plus on regarde de courses, au plus on arrive à l'analyser. Donc ça, c'est hyper cool. Et d'un autre côté, quand je regarde les championnats du monde où il n'y a pas d'oreillettes, je me dis c'est dingue parce que j'ai l'impression que les coureurs font n'importe quoi parce que parfois il y a un coureur de l'équipe admettons de Belgique qui est devant en échappée et puis tu as son coéquipier qui roule derrière sur le peloton et tu te dis
c'est trop de suspense. Donc finalement, je suis assez partagé. Je pense que le plus gros inconvénient, c'est la tension du peloton, car il ne faut pas l'augmenter, il y a assez de chutes comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment le bannir? Je pense que c'est plus l'essence du cyclisme de l'enlever parce que ça fait plus de suspense et de courses décousues. Voilà. C'est ça. Mais et toi pour ma part, c'est un peu pareil, hein, mi-figue, mi-raisin, même si je suis plus pour la bannir dans un sens. Parce que voilà, comme tu l'as dit, hein, pour moi c'est l'essence même du vélo de savoir courir sans. Les courses sont plus belles quand il n'y a pas la radio. Et ouais, quand tu regardes, comme tu as dit, tous les courses de championnat où il n'y a pas les oreillettes, en fait c'est un peu plus c'est plus décousu, on ne sait pas qui est à l'avant, on ne sait pas vraiment combien de temps on a d'écart en finale entre. Des fois on ne sait même pas où on est dans la course quand tu n'as pas suivi. Il y a la moto avec l'ardoisière. Ouais, mais des fois quand tu es à fond de cale, moi ça m'est déjà arrivé en course de même pas savoir où j'étais dans la course, tellement j'étais à fond. Et au final, j'étais devant, mais j'avais même pas vu qu'en fait c'était sorti, j'étais ressorti en contre, qu'on était rentré, enfin l'enfer. Et au final, je suis plus du coup pour la bannir, mais dans un sens, je suis plus pour la garder aussi vraiment au niveau que sécurité. En fait, il faudrait qu'on enlève toute la partie où on donne les temps, où il y a toute la stratégie, mais plus vraiment garder cet aspect de sécurité où à cet endroit-là c'est dangereux, mais arrêtez de dire il faut se placer à tel endroit, etc. C'est plus dans ce sens-là que je voudrais la garder, vraiment par sécurité. Tu serais pour que la radio serve uniquement à l'organisation de donner les informations aux coureurs et pas les équipes. C'est ça. Mais après c'est quand même du coup compliqué dans un sens parce que tu peux pas à ce moment-là interagir en permanence avec les coureurs. Enfin, tu peux pas interdire à une équipe. C'est pas comme en Formule 1 où tous les faits et gestes sont interdits. Sont interdits, ouais, c'est clair. Non, sont montrés. Sont montrés plutôt, ouais, c'est vrai. Mais du coup, on va passer aux actus et aux résultats. Allez! Évidemment, on en a parlé la semaine dernière, on a même fait une vidéo là-dessus, sur la Vuelta, avec le départ à Barcelone, avec DSM qui remporte le chrono inaugural devant Movistar et IF. De nuit. À la frontale. Mais ouais, du coup, un beau chrono en soi, mais il n'y avait pas toutes les chances pour tout le monde. C'était pas, on va dire, il n'y avait pas d'égalité de chance. Je trouvais ça minable de la part de l'organisation, avec quand même beaucoup de chutes. Bon. La chute, ça fait partie, la pluie fait partie des conditions météorologiques du vélo, donc on peut rien y faire. Mais par contre, aller rouler de nuit à 50 à l'heure, déjà qu'il pleut, c'est déjà pas évident quand il pleut faire un chrono par équipe. Mais c'est vrai que quand c'est de nuit à la frontale, c'est beaucoup de danger pour les coureurs. Par contre, la note artistique de cette étape a été attribuée à la Jayco Alula. Ouais, vraiment. Donc félicitations. Avec pas le moins de 5 coureurs sur 7, sur 8 au sol. En espérant que ce ne soit pas fait trop mal quand même, parce qu'on est là pour. C'est rigolo, mais ils sont quand même tombés. Donc, ouais, c'est clair. Ça fait pas plaisir. Ah non, c'est clair. Avec quand même au final pas mal de leaders déjà au sol. Enfin, on a quand même Dunbar principalement qui a fini au sol. Lorenz de Plus qui a déjà abandonné parce qu'il a fini au sol. Arkea, on a Hofstetter qui finit au sol. Ouais, ça fait beaucoup. Déjà rien que la rampe de lancement était glissante, donc vraiment pas la folie. Mais du coup, c'est le jeune italien champion du monde de chrono, U23, Lorenzo Milesi, qui finit maillot rouge à la suite de cette étape. Étape 2, on a Andreas Kron, par contre, le Danois de la Lotto, qui remporte cette deuxième étape. Cette étape qui a été quand même très compliquée avec les chronos qui ont été arrêtés à 9 km de l'arrivée. Ils ont complètement amputé l'étape de la seule difficulté qu'il y avait, c'était la côte de Montjuic. C'est bizarre, c'est dommage cette météo. Ouais, mais bon, ils ont joué la sécurité. Ouais, au vu de la. C'était aussi pour montrer leur mécontentement de la veille. Parce que franchement, c'est. Franchement, faut arrêter ce genre de mascarade de faire des courses à 20h ou à 21h là. Oui. Le Tour de France avait fait la même chose il y a 2 ans
Il y a 2 ou 3 ans où c'était l'arrivée était à 19 h, les coureurs avec le coucher de soleil ne voyaient absolument rien. Oui. C'est plus dangereux qu'autre chose. Donc ouais, faut cesser ces conneries et je sais même pas comment l'UCI fait pour accepter ce genre de choses. Tu veux qu'on arrête aussi les courses sous la pluie? Non, mais la pluie fait partie intégrante, j'en suis tout à fait d'accord, mais il y a des trucs où c'est pas cool quoi pour les coureurs. C'est déjà assez dangereux comme ça. Mais du coup ouais, même étape 2, bah voilà, chute de Roglic et Geraint Thomas. Ouais, bah encore deux autres leaders au sol, ça commence à faire beaucoup. Hein. Non, c'est Jay Vine qui fait tomber Roglic dans un rond-point. Il paraît qu'il a fait exprès. Ah, non, c'est pas vrai. Mais voilà, après du coup, alors en actu, on a quand même Remco hein, qui montre son mécontentement à l'arrivée du chrono, ce qui est tout à fait normal. Hein. Franchement, je suis 100% avec lui. Le chrono, vraiment, l'organisation, c'est une catastrophe. C'est d'une stupidité monumentale. Et ouais, les horaires de départ, il y avait toute la journée pour le faire. Ouais, je comprends pas. Non. Je comprends pas. En espérant que ça s'améliore, même au niveau de la diffusion. C'est vrai qu'on n'a pas tout vu hier sur les images. Bon, il s'échauffe sur la Vuelta. On devrait se régaler parce que le programme est très conséquent. Et notamment avec aujourd'hui, pendant qu'on tourne, la vidéo sera postée que demain. Malheureusement, il y a l'étape d'Andorre qui a des conditions météo qui vont être difficiles parce que moins de 5 degrés ce week-end, il y a eu de la neige hier matin en Andorre. À tout moment, la Vuelta prend une tournure catastrophique. Hein. C'est clair. Donc on va voir. Mais justement, on a aussi Vingegaard qui a eu une grande discussion avant le départ de l'étape 2 pour geler les temps et même pouvoir boycotter le départ. Il y a une discussion avec Enric Mas. Donc ouais, ça montre vraiment que les coureurs étaient vraiment pas contents et qu'il faut que ça bouge parce que sinon, ouais, c'est pas la folie. Alors, dans les autres résultats, ce pignon fixe à Zurich, Stefan Bissegger qui prend la 2e place. Ah ouais. Le coureur de chez Education First. C'est même fou. Je savais même pas qu'il faisait du pignon fixe. Les critériums, c'est vrai que c'était une grosse mode dans les années 2010 à peu près, où ça avait vraiment démarré avec les Red Hook. Ouais. Et là, de voir que ça reprend un peu d'ampleur avec des coureurs pro qui viennent de temps en temps. C'est quand même étonnant. C'est pas mal. Bon, c'est quand même étonnant de la part d'une équipe de laisser faire du critérium pignon fixe à un coureur. Surtout qui a la Vuelta actuellement. Donc ouais, c'est un peu étonnant. Et du coup, c'est un coureur du team français Look Crit, Team Cereza qui remporte le critérium. Donc c'est cool. C'est clair. Toi, t'as regardé autre chose ce week-end? Ouais, on a Van Aert qui remporte la course de gravel de Oufalise. Donc, pareil, hein, franchement, je vois pas trop l'intérêt de Wout Van Aert d'aller là-dessus parce qu'au final, il gagne avec 9 minutes d'avance. Mais bon. Mais en fait, il a gagné surtout sa qualification pour les prochains mondiaux qui seront le 7 et 8 octobre en Italie. Donc, globalement, il a fait cette course pour prétendre à avoir le maillot et le maillot de champion du monde de gravel. C'est clair. En octobre. Donc, je pense que clairement, il a une grande capacité à le remporter. Ouais, il faut voir. Sur GCN+, les prochaines courses, on a évidemment toujours le Tour d'Espagne, la Vuelta. On a la World Cup, la Coupe du Monde de DH et d'Enduro. À Loudanvielle. Et on a aussi la Bretagne Classique où Mathieu Van Der Poel fera son entrée en course avec le maillot de champion du monde. C'est ça. Question documentaire cette semaine sur GCN+, on a Breaking Truth. Moi, j'arrive toujours pas à le dire, mais c'est un documentaire sur l'essor du cyclisme africain avec notamment Bimyan Girmay et pas mal de coureurs érythréens. Ils ont fait ce documentaire pendant le Tour du Rwanda. Ils montrent un peu le passé du continent, le présent, l'avenir. C'est très intéressant parce que c'est quand même un continent qui est très fort en athlétisme et dans beaucoup de sports. Donc on va voir un peu, ils montrent un peu l'évolution. Donc ça c'est très sympa. C'est clair. Maintenant, on passe au vélo de la semaine. C'est clair. Je pense qu'il te plaît, non? Oui, en effet. Hein. Franchement, un beau petit canyon Aerod CF SLX 7 en SRAM Rival.
AXS, franchement, des belles petites roues DT Suisse, pardon. Arc 1600 en 60 avec un petit capteur de puissance. Pour moins de 5 000 €, honnêtement, Canyon font toujours du bon boulot. Ouais, c'est ça. Et puis le capteur de puissance sur le pédalier Rival, il me semble, c'est le moins cher du marché. Ouais, c'est un des moins chers. Donc, ouais. Non, franchement, un beau vélo, Alexandre, un très très beau vélo. On est très heureux pour lui qu'il remporte le vélo de la semaine. Et évidemment, il sera en lice pour le vélo du mois. C'est ça, dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui pour ce GCN Show numéro 159. Nous, on a des belles vidéos encore à sortir cette semaine. Et en attendant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu pour soutenir le max. Et puis voilà. Allez, bye bye. À bientôt.